Je m'appelle Pascal Lotaz et aujourd'hui, je discute avec Giles Chance, l'auteur des livres passionnants Doing Business in China et China and the Credit Crisis. Il s'apprête à publier un nouveau livre sur l'impact mondial de la Chine dans la technologie, la géopolitique et le nouvel ordre multipolaire. Je me suis dit que c'était un excellent sujet de conversation. Bienvenue, Giles. Pascal, merci beaucoup de m'avoir invité. Avant de parler un peu de moi, je voudrais dire que j'admire énormément votre plateforme. Je pense qu'il y a aujourd'hui un vrai besoin de plus en plus fort de vérité et de discussion authentique, sans aucune forme de censure. Malheureusement, on en voit maintenant aussi bien en Occident qu'en Chine. Donc je suis vraiment ravi d'être dans votre émission et très honoré d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Oui, merci d'être avec nous en ligne. Alors, parlez-nous un peu de vous, de votre parcours. Comment se fait-il que vous soyez aussi lié à la Chine et au monde des affaires là-bas? Je me suis dit que je ferais bien de dire quelques mots sur mon parcours, parce que beaucoup de gens parlent de la Chine et de tout le reste, et c'est important de montrer qu'on sait de quoi on parle. Je me suis intéressé à la Chine, au départ, parce que j'ai rencontré une femme chinoise à la Banque mondiale, en 1984, à l'époque où j'y travaillais. Elle venait de Pékin, et à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de personnes originaires de Chine continentale qui travaillaient aux États-Unis, ni même à la Banque mondiale. On s'est rapprochés, on s'est mariés à Londres 4 ans plus tard, et je suis finalement allé en Chine pour rencontrer sa famille, en avril 1988. J'avais alors 37 ans, et c'était la première fois que je mettais les pieds en Chine. Et à partir de là, on a développé d'abord des activités, une entreprise très prospère qui conseillait des multinationales comme Boots, Marks & Spencer, Vodafone, Rolls-Royce et d'autres grands groupes britanniques et même européens en Chine jusqu'en 1995. On a aussi aidé beaucoup d'entreprises d'État chinoises parce qu'à vrai dire, au début des années 90, il n'y avait pratiquement pas d'entreprises privées en Chine à acquérir des technologies, à les acheter, je précise, en Europe et dans 1 ou 2 cas aux États-Unis. Tout ça a duré 6 ans, jusqu'au milieu de 1995. À ce moment-là, nous avions 2 jeunes enfants et j'ai décidé que diriger une entreprise d'une dizaine, peut-être 15 employés, tout en voyageant sans arrêt, n'était pas vraiment compatible avec le fait d'élever 2 petits-enfants. Il faut choisir l'un ou l'autre. Alors, nous avons vendu Enotar. Et puis, la deuxième grande activité liée à la Chine à laquelle j'ai participé est arrivée bien plus tard, quand mes enfants étaient déjà à l'école. En 2003, nous avons monté une toute petite société de banque d'investissement, filiale d'une banque beaucoup plus grande. Son objectif, c'était d'aider des entreprises chinoises privées à lever des fonds à Hong Kong et aussi à Londres, sur le marché boursier. La première opération que nous avons réalisée, c'était avec un petit constructeur automobile chinois appelé Geely, que vous connaissez peut-être. Aujourd'hui, Geely est devenu le 2e plus grand fabricant de voitures en Chine, juste après BYD, et un acteur majeur dans le secteur des véhicules électriques. Entre 2003 et la fin de 2007, nous avons conclu de nombreuses opérations pour des entreprises chinoises privées. Et nous avons eu la chance de vendre l'entreprise juste avant le crash et l'exode. Ensuite, j'ai passé 10 ou 12 ans à enseigner au Dartmouth College, une université de la Ivy League aux États-Unis, dans l'école de commerce, et aussi à l'université de Pékin. Voilà, c'est mon expérience de la Chine. Je l'ai vue vraiment au moment où elle commençait à se développer, quand l'économie était entièrement contrôlée par le gouvernement. L'émergence du secteur privé, c'est ça qui a vraiment créé l'économie chinoise moderne, avec bien sûr l'orientation donnée par Pékin,
qui reste essentiel. J'ai donc vu tout ce processus jusqu'à l'apparition du secteur privé. Et ensuite, en tant que professeur ou professeur invité à l'Université de Pékin, j'ai eu beaucoup de discussions avec mes étudiants et avec les autres enseignants sur leur vision du reste du monde et sur la façon dont ils voyaient la Chine elle-même. Donc je pense et j'espère que tout ça me donne une base solide pour les remarques que je vais faire et pour la discussion que nous allons avoir. Oui. Alors, à travers toutes ces expériences, comment avez-vous compris le monde des affaires en Chine et en quoi il est différent? Et peut-être aussi comment il s'articule avec le modèle de développement chinois. Parce que sur les 30 dernières années, je pense que la Chine est tout simplement le modèle le plus réussi au monde pour avoir sorti 800 millions de personnes de la pauvreté et les avoir fait entrer dans la classe moyenne. C'est absolument inédit, sans équivalent, et ça a forcément un lien avec la manière dont tout le système fonctionne et dont il a permis aux affaires de se développer. Quelle est votre analyse? Je pense que c'est complètement le premier point de départ avec la Chine, ou d'ailleurs avec d'autres pays en dehors de l'Amérique du Nord et de l'Europe, c'est que la Chine est totalement différente de nous. Elle vient d'un tout autre contexte. Et c'est très difficile. Je crois que les premières démarches entreprises par l'Occident envers la Chine, d'abord par les États-Unis, et bien sûr, l'Europe suit les États-Unis depuis longtemps, donc je vais parler des États-Unis comme d'un substitut de l'Europe dans ce cas. Ces premières démarches, c'était pour que la Chine rejoigne l'Organisation mondiale du commerce. La signature a eu lieu en novembre 1999 du côté américain et l'accord est vraiment entré en vigueur en 2001. Les États-Unis ont soutenu cette idée parce qu'ils pensaient que si la Chine rejoignait l'Organisation mondiale du commerce, si elle entrait dans un monde dominé par l'Amérique, alors elle finirait par devenir comme l'Amérique et qu'on pourrait l'intégrer dans le système américain. C'est ce qu'ils pensaient à l'époque. Ils se disaient, on fera de la Chine une démocratie libérale. C'est vraiment ce qu'on croyait à Washington en 1999, en 2001. Et je suis sûr que vous le voyez bien aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils raisonnaient. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, évidemment, c'est que la Chine est totalement différente. Les Chinois avaient des idées très différentes de celles des Américains. Et la Chine, c'est une culture très ancienne, comme on le sait tous, au moins 5000 ans d'histoire écrite, et même plus si l'on remonte avant ça. Donc la façon dont les Chinois se perçoivent eux-mêmes et perçoivent l'Occident est très différente de la manière dont les Américains voyaient la Chine. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Alors, pour revenir à votre question, comment expliquer que la Chine ait connu un tel succès? Eh bien, c'est un mélange de pragmatisme, d'un gouvernement très éclairé, dirigé de haut en bas, et surtout, des talents entrepreneuriaux et commerciaux du peuple chinois. Voilà, je le résumerai comme ça. Parce que oui, d'accord, ils sont entrés à l'Organisation mondiale du commerce, ils se sont vraiment ouverts, et en fait, ils ont plus ou moins accepté de devenir l'usine du monde, non? Et ils ont commencé à produire à des prix vraiment bas. Et pendant longtemps, vous savez, il y a eu quelques économistes qui disaient « Ah, les Chinois ont la pire part du marché. » Parce que, quand on regarde la fameuse courbe du sourire, celle qui montre où se crée la valeur ajoutée, eh bien juste être l'atelier du monde, ça vous mène pas très loin. Mais non, en réalité, ça a mené la Chine très très loin. Et le pays s'est développé dans beaucoup de directions différentes. Vous, comment avez-vous perçu ça? Eh bien, le point de départ, en réalité, c'est qu'à mon avis, il faut parler des individus, parce qu'ils comptent énormément. Deng Xiaoping,
La Chine a eu beaucoup de chance qu'au moment de la mort de Mao, Deng Xiaoping, son collègue depuis les années 20, à l'époque de la fondation du Parti communiste chinois, soit là. C'était un homme très pragmatique, très intelligent, en fait, brillant. Il a compris qu'il fallait rompre complètement avec la période maoïste, avec la révolution culturelle et tout ce qui allait avec. Il connaissait parfaitement le potentiel de la Chine. Alors, à partir de la fin des années 70, il a encouragé le changement, les réformes. Ça a pris du temps, bien sûr, mais peu à peu, au fil des années, les Chinois ont commencé à réfléchir à la manière de faire les choses par eux-mêmes, à créer leurs propres entreprises. Et les entreprises d'État ont été encouragées à partir à l'étranger, vers l'Amérique, vers l'Europe, pour acheter des technologies ailleurs, les ramener, les étudier et les appliquer. En d'autres termes, il s'agissait de moderniser l'économie chinoise. Un autre développement important, qui a commencé vraiment à la fin des années 70, début des années 80, c'est ce qui s'est passé dans la province du Guangdong, juste à côté de Hong Kong. Les Chinois de Hong Kong ont vu là une opportunité. Ils ont traversé la frontière, discuté avec les gens du Guangdong et ont monté des usines juste de l'autre côté pour fabriquer toutes sortes de produits très bon marché. Des chaussures, des chapeaux, des vêtements, ce genre de choses. Ils ont compris qu'il y avait là une main-d'œuvre presque infinie et à très bas coût. Et c'est là que tout a commencé en Chine, les exportations et aussi le secteur privé, à partir de Hong Kong et du Guangdong. Et puis, vous vous souvenez sûrement qu'il y a eu une interruption sur la place Tiananmen en 1989, le 4 mai, quand le gouvernement chinois a tiré sur les manifestants. À ce moment-là, l'économie s'est pratiquement arrêtée pendant 2 ou 3 ans, parce que Deng Xiaoping avait peur de l'instabilité. Et les Chinois aussi étaient terrifiés. Mais plusieurs années plus tard, en 1992, il a fait une visite. Où est-il allé? Dans le sud-est de la Chine, au Guangdong. Et c'est là que la véritable révolution économique de la Chine a commencé. Il est descendu là-bas et il a déclaré, d'une voix forte, que 1000 fleurs s'épanouissent et que 100 pensées s'affrontent. Autrement dit, que chacun fasse et dise ce qu'il veut, et nous n'allons pas les en empêcher. Et ça a été un changement énorme pour la Chine. C'était vraiment un signal pour le peuple chinois. Les freins étaient levés, ils pouvaient foncer. Et ça commence vraiment à partir de 1992. Si on regarde la croissance des exportations chinoises entre 1992 et 2000, le changement a été spectaculaire. Et ensuite, à partir de 2000, alors, j'ai d'ailleurs noté un autre point que je veux aborder plus tard. Si on prend les 3 derniers mois de chaque année, de 1998 à 2006, ce sont les exportations chinoises vers les États-Unis. Les 3 derniers mois, d'octobre à décembre 1998, le total était de 19 milliards de dollars, 19,1. En 2003, le total était de 43,9 milliards. Et en 2006, on était à 81,3 milliards. Donc entre 1998 avec 19 milliards et 2006 avec 81 milliards, on voit à quelle vitesse tout le système s'est développé et a pris de l'ampleur. So from 1998, the last 3 months of the year, 19 to 2006, 81 billion. That's how fast the whole thing expanded and developed. And my first book actually was really about the first. Et en fait, mon premier livre portait vraiment sur... La première partie parlait de cette explosion extraordinaire des exportations chinoises vers le monde développé, en particulier vers les États-Unis. Ça a eu un impact énorme sur les niveaux de prix. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le livre s'intitulait « La Chine et la crise du crédit ». Parce que après 2000-2001, ce qui s'est passé, c'est que Greenspan, qui était alors le gouverneur de la Banque centrale, donc le président de la Fed, très influencé par Bernanke,
qui était à l'époque professeur à Princeton, pensait qu'il n'y avait pas assez de demandes aux États-Unis. Il a donc maintenu les taux d'intérêt très bas pendant très longtemps, jusqu'en 2003, 2004. En fait, il a été beaucoup critiqué à l'époque pour cette politique, notamment par des gens comme William White, qui était alors président de la Banque des règlements internationaux. Mais c'est bien Greenspan qui a fait ça. Et le résultat, c'est qu'on s'est retrouvé avec un système financier complètement surchauffé aux États-Unis. On avait une expression, apparue vers 2002 ou 2003, qu'on appelait la recherche de rendement. Les taux d'intérêt étaient restés très bas, autour de 1 ou 1,5% pendant longtemps. Du coup, les banquiers américains devaient inventer des produits financiers qui leur permettraient d'obtenir des rendements de 3, 4, voire 5%. C'est de là qu'est née toute l'industrie du subprime. Et dans le livre, je soutiens que la faible inflation des prix qu'on a observée aux États-Unis, du milieu des années 90 jusqu'aux années 2000, n'était pas due à une demande insuffisante, comme le pensaient Greenspan et Bernanke, mais qu'elle résultait en réalité de la mondialisation, et plus précisément d'un effet déflationniste. L'émergence de la Chine sur la scène mondiale. Et en fait, si on y pense à l'époque, avec sa population, la Chine représentait environ 20 à 25% de la population mondiale. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce que l'Afrique et l'Indonésie sont devenues beaucoup plus peuplées. Mais à ce moment-là, c'était autour de 23 ou 25%. Et si vous ajoutez soudainement un quart de la population mondiale, forcément, l'impact est énorme. Je me souviens d'une interview sur BBC News vers 2000. Les présentateurs étaient assis autour de la table et ils m'ont demandé, à l'époque, je travaillais pour une banque que nous venions de créer, j'étais devenu assez connu pour ça, et on m'invitait souvent à parler de ce genre de sujet. Et l'intervieweur m'a dit, « Monsieur Chance, que signifie l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce ?» Et j'ai dit, eh bien, si vous réunissez environ un quart de la population mondiale avec le reste du monde, forcément, ça va avoir un impact énorme. Et les présentateurs ont dit ça, comme si je venais d'une autre planète. Ils ne pouvaient même pas commencer à comprendre ce que ça voulait dire. Pour moi, tout remonte à une erreur de diagnostic, au début des années 2000, sur l'impact de la Chine sur l'économie mondiale. C'est d'ailleurs le sujet de mon premier grand livre, celui que j'ai publié en 2009. Et depuis, je dois le dire, depuis 2009, il y a eu énormément de recherches économiques. Ce matin encore, je regardais une étude de la Banque de France, publiée en 2022. Aujourd'hui, c'est largement admis parmi les économistes que la mondialisation, autrement dit, l'intégration de la Chine dans le reste du monde, a exercé une pression significative à la baisse sur les prix, en Europe comme aux États-Unis. Et cela a entraîné, ou aurait entraîné, une inflation inférieure de 2 à 3% à ce qu'elle aurait été autrement. Mais les économistes sont très forts pour analyser le passé. Personne, à l'époque, en 2008, 9, 10, n'avait compris ça. Sauf moi, en fait, parce que je travaillais en Chine. J'avais vu tout ça se produire. J'ai fait mes études dans une école de commerce aux États-Unis. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre « La Chine et la crise du crédit ». En réalité, le livre explique que la Chine n'a pas provoqué la crise du crédit de manière délibérée. Mais sans l'arrivée de la Chine sur le marché mondial, cette crise n'aurait pas eu lieu et on n'aurait pas eu d'assouplissement quantitatif. L'autre point que j'y aborde, avant que vous ne réagissiez, c'est que 2008 a marqué un tournant majeur dans la perception chinoise du reste du monde. Jusqu'à cette date, les Chinois pensaient que suivre l'Amérique et l'Occident était la bonne voie pour eux. L'Amérique avait un modèle qui fonctionnait. Ils auraient dû continuer à le suivre. En 2008, le choc a été énorme
et les Chinois ont été immédiatement contraints de lancer un plan de relance massif d'environ 440 milliards de dollars. Ils ont injecté cet argent surtout dans les infrastructures en Chine, ce qui a compensé l'impact négatif de la grande crise financière. Ensuite, ils ont pris du recul et réfléchi. Ils ont complètement changé leur modèle et leur politique de développement pour se concentrer sur leurs propres idées et non plus sur celles des Américains. C'est de là qu'ont émergé des initiatives comme les BRICS, la nouvelle route de la soie et tout le modèle chinois de développement indépendant. Tout ça vient de 2008, de la grande crise financière. C'est d'ailleurs ce dont j'ai parlé dans mon texte de 2009.